Alors, le TP4, dans lequel on va parler à la fois de recherche d'un élément dans une liste, de savoir s'il y a des doublons dans une liste, de dictionnaire. Alors, même si cette partie, on n'a pas eu le temps de la travailler en cours, on la reprendra un petit peu plus tard dans l'année, mais au moins vous avez la correction. Comme ça, si jamais vous êtes confronté dans un exercice quelconque à une histoire de dictionnaire, eh bien, vous savez comment gérer. Donc, la première question consiste à écrire cette fonction de recherche sans utiliser l'opérateur in, hein, qui est une façon de rechercher des choses dans les listes déjà intégrées à Python. Mais nous, ce que l'on fait souvent en fait, dans ce TP, c'est de reprogrammer à notre sauce, pour voir comment ça marche un petit peu, hein, nos fonctions. Donc, on nous demande de décrire une fonction qui s'appelle recherche, bon, très bien, qui prend en argument une liste L et un objet X, et évidemment, on va se poser la question de savoir si X est ou pas dans la liste. C'est donc une fonction qui va renvoyer un booléen, c'est-à-dire une variable qui vaut vrai ou faux, suivant que X est dans L ou pas. Bon. Je vais commencer. Alors, il y a plusieurs façons de programmer les choses, hein, mais voilà, moi ce que je vais vous proposer, c'est une version avec un while. Alors on peut faire de la programmation sale, faire avec un for et mettre un break dans la boucle for, mais je trouve ça un petit peu sale. La structure algorithmique qui est la plus adaptée ici, c'est le while. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Je vais me donner rien du tout. Mais tant que, eh bien, alors si, il faut me donner un compteur, donc par exemple i égale 0, premier élément de la liste, alors hop, index dans la liste initialisé à 0, tant que x n'est pas égal à L de i, et que i, on n'a même pas besoin de ça en fait, hein. Tant que i est inférieur à la longueur de la liste, eh bien qu'est-ce que je fais? Si jamais L de i est égal à x, je renvoie vrai. Et si j'ai passé toute ma boucle sans avoir jamais rencontré, sans jamais avoir renvoyé vrai, c'est-à-dire que je ne suis jamais sorti de ma fonction, ça veut dire que je n'ai jamais rencontré x, donc dans ce cas-là, alors return false. Donc, je lance ça, évidemment il ne se passe rien, je vais utiliser alors ma liste, voilà, donc voilà ma liste, je vais rechercher dans ma liste si jamais il y a par exemple 2. Donc là il doit me renvoyer vrai puisque j'ai 2 ici. Hop. Oui, alors erreur classique évidemment. À vouloir aller trop vite, on se trompe. Il faut quand même faire quelque chose dans la boucle dans tous les cas. C'est augmenter i de 1. Il n'y a pas dans le for, ça se gère tout seul, mais dans un while, non. Je relance, comme quoi il faut toujours tester. Voilà, et il me dit que c'est vrai. Si je reprends ma liste, je me rends compte que 0 n'est pas dedans, donc je vais lui demander si 0 est dedans. Hop, il me répond que c'est faux. Donc a priori, cette fois, ma fonction fonctionne, c'est le cas de le dire. La question 2. On souhaite évaluer l'efficacité de l'algorithme, hein, savoir s'il est efficace ou pas, et on va pour ça utiliser une mesure qui s'appelle la complexité en temps. On va regarder finalement le temps d'exécution. Alors on ne va pas regarder ça exactement, parce que sans mesurer le temps, chose que l'on fera par la suite hein, dans le TP, mais sans mesurer le temps, on ne va pas savoir combien de temps ça met, et puis même en sachant combien de temps ça met, en fait, le problème ici, il est que si par exemple l'ordinateur est occupé par une tâche annexe, ce qui est le cas ici, puisque évidemment vous avez le Python qui tourne, mais il y a aussi tout l'enregistrement de la vidéo qui fonctionne tout sur le même ordinateur, donc l'ordinateur est occupé à autre chose. Et donc si jamais il y a un pic d'appel à quelque chose, forcément l'ordinateur va consacrer un petit peu moins de temps
à l'utilisation, à la réalisation de chacune des tâches, donc à Python, et on va avoir des sauts, donc même la mesure efficace du temps, elle n'est pas top. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que l'on va comment dire, évaluer le nombre d'opérations qui est faite par l'ordinateur dans le cas d'une recherche. Pour une liste de longueur n, évaluer en fonction de n la complexité en temps, alors même si on regarde le nombre d'opérations, on appelle ça comme la complexité en temps, de la fonction recherche dans le meilleur des cas. Alors évidemment là, le meilleur des cas, c'est la première valeur que je vais regarder dans ma liste, c'est la bonne. Le premier élément est celui recherché. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait comme opération? Donc on a fait ici une affectation, ici on a fait une comparaison. Alors je triche un petit peu parce qu'effectivement il y a le temps d'évaluer le n de L, mais on va prendre ça comme une opération. Et ici je fais une comparaison. Une comparaison, oui c'est aussi une comparaison. Donc j'ai fait 3 opérations avant de renvoyer. Le premier élément est celui recherché. On a réalisé 3 opérations. Dans le meilleur des cas ici, on fait 3 opérations, on ne peut pas faire moins. Alors en réalité, 3 opérations c'est peanuts pour l'ordinateur. Même si on avait eu 5, ça ne changerait rien du tout au temps d'exécution. On remarque que ici ça ne dépend pas de la longueur de la liste. Si le premier élément c'est celui recherché, la liste elle peut avoir des milliards d'éléments, c'est pas un problème. On fera toujours que 3 opérations. Le pire des cas c'est quoi? Eh bien je dois regarder, balayer toute la liste et soit le dernier élément est celui recherché, soit encore pire entre guillemets, bien que ça ne fera que peu d'opérations en plus, l'élément n'est pas dans la liste. Mais le pire des cas c'est bien ça, l'élément n'est pas dans la liste. Dans ce cas-là, j'ai toujours ici ma première affectation, et à chaque fois que je vais passer dans la boucle, je vais avoir une comparaison, 2 comparaisons, une affectation. Donc à chaque passage dans la boucle, j'ai 3 opérations. Donc je vais avoir 3n plus 1 opération. Je ne compte pas les returns. 3n plus 1 opération, c'est-à-dire 3n opérations. Le plus 1, si votre liste elle fait, je sais pas moi, 1 million de valeurs, vous avez fait 3 millions, que vous fassiez 3 millions ou 3 millions 1, ça ne va pas changer la face du monde, sachant que l'ordinateur il est capable de réaliser plusieurs millions d'opérations par seconde. Une opération, ça ne va pas vraiment gêner le temps d'exécution. On dit que la complexité est linéaire. C'est-à-dire que, en fait, si vous multipliez par 2 le nombre d'éléments, vous allez multiplier par 2 le temps d'exécution. Si vous multipliez par 10 le nombre d'éléments dans la liste, vous multipliez par 10 le temps d'exécution. À peu de choses près. Question 3. Cette fois, on va s'intéresser aux doublons. Y a-t-il ou pas des doublons dans ma liste? Alors, def, non pas recherche cette fois, mais doublons. Alors évidemment, je n'ai besoin que d'un élément. Je vais regarder s'il y a des doublons dans ma liste L. On doit là aussi renvoyer vrai s'il y a des doublons, faux s'il n'y en a pas. Bon, en fait je vais faire un petit peu la même chose, sauf que je vais faire appel quand même à ma fonction recherche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mon premier élément et regarder s'il se trouve dans le reste de la liste, dans la fin de ma liste. Donc là aussi, l'index dans ma liste. Tant que je ne suis pas arrivé au bout de ma liste, alors on va voir qu'on va être amené à modifier un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si jamais la recherche dans une certaine liste, on verra laquelle, dans la fin de la liste, on va voir comment l'écrire après, 2, l'élément qui m'intéresse, c'est L de I. Si jamais cette chose-là est vraie, donc comme c'est un booléen qui m'est renvoyé, j'ai pas besoin de marquer de égal égal, dans ce cas-là, j'ai un doublon. Mais si jamais ma fonction recherche me renvoie faux, ça ne veut pas dire que j'ai pas de doublon. Donc là, dans ce cas-là, je ne fais rien. Je n'oublie pas, cette fois, d'incrémenter mon compteur. Et à la fin
Si j'ai parcouru toute ma liste et que je n'ai pas trouvé de doublon, bah, c'est qu'il n'y en a pas. Donc là, c'est return false. C'est un petit peu le même principe que la précédente. Alors, ma liste ici, je suis à un élément et il faut que je regarde le reste. Donc c'est ici de i plus 1 jusque la fin. On recherche L de i dans le reste de la liste. Sauf que vous voyez ici, je pars de i plus 1. Ce qui veut dire que il faut que je m'arrête, non pas au dernier élément, mais à l'avant-dernier. Alors en fait, on pourrait même s'arrêter encore à celui d'avant, mais là encore une fois, hein, un élément dans la liste, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, pourquoi c'est pas la peine de regarder le dernier? En fait, le dernier, s'il n'a pas été le doublon d'un des précédents, c'est que c'est pas un doublon. Donc là aussi, je sauvegarde. Hop, on va lancer ça. Alors, oui, on peut lancer ça. Voilà. Si je regarde ma liste, bon, c'est la même qu'avant, mais qui a été mélangée différemment. Et je vais regarder s'il y a des doublons. A priori, il n'y en a pas. Il me dit qu'il n'y en a pas. Bon. Ce qui ne me garantit pas que ça fonctionne toujours. Donc, je vais faire ma liste, plus, je vais rajouter un élément, par exemple 5. Comme ça, j'aurai un 5 ici et un 5 à la fin. Et donc là, il doit me renvoyer vrai. Bon. Ça a l'air de fonctionner. Voilà pour la question 3. Question 4. Pour une liste L de longueur n, évaluez en fonction de n la complexité en temps dans le meilleur et dans le pire des cas. Le meilleur des cas. Eh bien, les deux premiers éléments sont identiques. Je regarde le premier, tac, et dès le deuxième, j'ai déjà trouvé un doublon, donc je m'arrête là. Les deux premiers éléments sont identiques. Combien est-ce qu'on a réalisé d'opérations? Alors, une affectation, une comparaison, une recherche. Alors, on va préciser cette recherche après. Et c'est tout. La recherche, évidemment, elle-même, on va avoir une recherche dans le meilleur des cas. Donc, on sait qu'on est dans le cas où elle a fait 3 opérations. Donc, on a réalisé 1, 2, 3 opérations. Pardon, j'ai dit 3, mais en fait, non, il y en a plus. Donc, 1, 2 et 3, donc 5. La recherche n'est pas comptée comme une opération, mais comme 3 opérations. Bon. En réalité, 1, 3, 5, vous ne verrez absolument pas la différence. Même l'ordinateur ne va pas voir la différence. C'est une question de millisecondes. Le pire des cas, eh bien, il n'y a pas de doublon. Pourquoi est-ce que c'est le pire des cas? Eh bien, parce que je vais devoir regarder ma liste plein de fois. Je regarde mon premier élément, je parcours une fois la liste complète. Je regarde le deuxième élément, je parcours presque la liste complète, et ainsi de suite. Alors là, on va voir qu'il y a un petit peu plus de difficultés réalisées. Combien d'opérations? Donc j'ai une opération, et ensuite j'ai une boucle avec une recherche, et la recherche, il va y avoir différents nombres d'opérations, et une comparaison. Donc je vais avoir un plus 1 à la fin pour ce i-là, et dans ma boucle, j'ai n fois la recherche, mais en fait c'est plutôt une somme. On a réalisé, donc 1 c'est ma première affectation, plus ma recherche, donc je vais avoir une somme, somme pour i allant de 0 à l'n de l-1, donc n-1, de recherche, combien il fait? Il fait, alors on va regarder combien il fait environ, le plus 1, on a bien compris que ça n'était pas important, bien que, en réalité, si quand même, on va le répéter n fois, donc on va avoir un plus n, mais c'est pas lui qui va faire le plus gros. Donc, à chaque fois, il y a une recherche sur une suite de... sur une liste, pardon, qui est de plus en plus petite. 2,
Alors, combien est-ce qu'il y a d'éléments ici? Bah, n-i. Donc, 3 fois n-i plus 1. Hop. Donc ça, c'est ma recherche. Plus encore une affectation ici. Alors, on pourrait calculer précisément combien ça va faire, mais en réalité, on n'en a pas vraiment besoin. Donc ici, vous avez 3 n-i. En fait, on va avoir, globalement, on va se ramener à une somme d'entiers. N fois, enfin une somme d'entiers, donc c'est du n plus 1 sur 2, soit de l'ordre de, alors ici il y a un petit 3, hein, 3n carré opération. En réalité, c'est même un petit peu plus. Mais donc, c'est de l'ordre de n carré. On a la complexité. On dit que la complexité, dans ce cas-là, est quadratique. C'est-à-dire qu'à peu de choses près, hein, parce que c'est pas exactement n carré, c'est n, en fait, ça va être de l'ordre de n carré plus n. 3 fois n carré plus n. Et donc, si vous multipliez par 2 le nombre d'éléments dans la liste, vous multipliez par 4 le temps d'exécution. Si vous multipliez par 10 le nombre d'éléments dans la liste, vous multipliez par 100 le temps d'exécution. Vous voyez qu'un petit écart, ça peut vous produire à la fin un gros écart en termes de temps d'exécution. Donc voilà pour la question 4. Ensuite, on va essayer de regarder ce qui se passe lorsque on va regarder ce qui se passe en temps en fait. Donc on nous donne des choses. Donc d'abord, j'importe le module time pour pouvoir mesurer le temps. Alors, dans le TP, il était écrit à écrire une fois en début de programme. En fait, le import, ici, là, vous pouvez le mettre à n'importe quel moment, mais en règle générale, on fait les imports au début du code. Donc, on va avoir une question 5. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question 5? On a un protocole. Et d'ailleurs, il nous faut aussi matplotlib. Ça, c'est pour tracer ce qui va se passer. Alors, à la question 5. Appliquer le protocole précédent, afficher le temps d'exécution recherche pour différentes listes. Alors, hop, on a notre liste L qui a été faite ici. Hop, donc ici, on peut refaire une liste. Alors, je vais, pour ne pas modifier ce qui est au-dessus, je refabrique une liste avec une valeur de n, et je vais faire varier n. Donc ici, je vais prendre au départ n égale 20. Non, je vais prendre n égale 10 pour qu'on voit bien ce qui se passe. Ensuite, je vais regarder l'heure qu'il est. Alors, comme je fais des copier-coller, je ne sais pas pourquoi il me colle des copier-coller en plus. Je regarde la recherche dans la liste L d'un élément qui n'y est pas. 0 n'y sera jamais puisque je commence à 1. Ensuite, je regarde l'heure qu'il est. Et puis, je vais afficher le T2 moins T1. Voilà. Hop. Donc, vous voyez que j'ai mis de l'ordre de 2 millionièmes de seconde. On relance. Ah, là, il y a eu un petit peu plus. On est presque à 10 millionièmes. Bon, a priori, la bonne valeur, c'est 2. Bon. Je multiplie par 10. Et donc, comme on est en complexité linéaire, je devrais avoir, eh bien, 10 fois plus de temps. Alors, un petit peu plus que 10, mais, bon, vous voyez là, on est en 10-5. Alors là, ça varie considérablement. On est en 7, 10-6. Bon. C'est approximatif. Si je remultiplie par 10, donc on devrait avoir de l'ordre de 10-4. 8, 10-5, donc on n'est pas très loin de 10-4. Je multiplie par 100. Là, on est de l'ordre de 0,01 seconde, donc du centième.
Si je remultiplie par 100, on va être de l'ordre de la seconde normalement. Vous voyez, on est à un petit peu moins d'une seconde. Alors, le temps d'affichage à l'écran, il est un petit peu plus long qu'une seconde. Mais pourquoi? Parce qu'ici, vous avez déjà la liste. C'est pas très long à faire, mais ça prend un petit peu de temps. Bon, la recherche, ça c'est ça qui est mesuré. Et puis l'affichage, qui prend aussi un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que le temps d'exécution de tout le programme est un petit peu plus long que juste ce que l'on mesure, c'est-à-dire ça. Donc vous voyez, on a quelque chose qui apparaît comme logiquement linéaire. Bon. Ensuite, ce que l'on nous demande, c'est d'aller un petit peu plus loin. Q6. Créer une liste T-recherche des temps d'exécution que l'on va ensuite afficher. Bon. Pour créer cette liste, alors évidemment, on va faire la même chose qu'ici, mais dans une boucle pour le faire plusieurs fois. Alors tout ça, je vais le commenter, puisque vous voyez que, quoique, voilà, comme ça, je mets 10, comme ça c'est pas la peine de commenter le programme. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va faire ça plusieurs fois. Donc il nous faut faire une boucle qui contient ça. Donc on nous demande de faire ça pour des temps d'exécution compris entre 100, pour des n compris entre 100 et 5000 avec un pas de 100. For k in range, je dois aller de 100 jusque 50 000. Alors, comme le dernier n'est pas pris en compte, je prends 50 001 par pas de 100. Bon, en réalité, c'est pareil, hein, il y aurait eu un écart de 1, ça n'aurait pas été vraiment important. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je dois créer ma liste L. Hop. Je dois rechercher. Hop. Je dois regarder l'heure. Hop. Et ensuite, je ne dois pas afficher le temps que j'ai mis. J'ai pas mis la première recherche d'heure, je pensais l'avoir fait, mais non. Donc je crée ma liste, je regarde l'heure, je recherche, je recrée, je regarde à nouveau tout ça, l'heure qu'il est, et je dois stocker ça dans une liste qui s'appelle T-recherche. Donc une liste qui est vide au départ, et à la place d'un print, après ça, je vais avoir mon T-recherche, .append, T2, T1, j'ajoute le temps que j'ai mis. Donc là, j'ai créé ma liste. Ensuite, je vais avoir une liste pour les longueurs. Donc le range me donne pas tout à fait une structure de liste, donc je transforme l'élément renvoyé par range en liste avec le mot-clé liste. Ensuite, je vais préparer l'affichage avec un pltplot. Et puis, alors, hop, c'est toujours ces espaces en trop. Et puis, j'affiche ça avec un plt show. Voilà. Donc là, normalement, ce qui va se passer, il va faire tout ça. Il va m'afficher le temps qu'il a mis pour regarder une liste de 10 éléments. Ça doit être très rapide. Et ensuite, il va faire ça. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je lance ça. Alors, oui, parce qu'ici, évidemment, j'aurais dû mettre, j'ai copié-collé bêtement. Alors, je pense que en concours, si on vous demandait entre 100 et 50 000 et que vous ne pensez pas mettre le 50 001, comme c'était d'ailleurs dans l'énoncé, hein, c'est pas très grave. De toute façon, ça ne change rien à l'idée. Alors, le problème, vous voyez, c'est qu'on ne voit pas trop ce qui se passe parce que c'est écrasé, entre guillemets, par deux éléments qui sont beaucoup plus importants. On va le relancer. Même chose. Alors pourtant, ça fonctionnait beaucoup mieux. En fait, il y a à chaque fois, il y a plusieurs fois qui prennent énormément de temps. Enfin, énormément de temps. Vous voyez qu'on est à 2, 10, moins 5 secondes, c'est pas énorme, mais ça fout en l'air tout le graphique. On voit pas trop ce qui se passe, ce qui est un petit peu dommage. Normalement, on doit avoir quelque chose qui... on va en faire moins peut-être. On va relancer ça pour voir. Non, on n'arrive décidément pas à avoir
quelque chose d'un petit peu plus propre. En fait, les variations locales sont faites parce que l'ordinateur a besoin, je pense, de temps de calcul pour faire autre chose, et tac, on a un pic où une ou deux exécutions est beaucoup plus lente que le reste, et on ne voit pas l'allure générale. Bon. Quand même étonnant, parce qu'entre 100 et 50 000, on devrait voir quand même des diffs. Parce que là, on a quand même l'impression que c'est un peu toujours la même chose qui se passe. Un truc qui m'échappe. La fonction recherche, elle fonctionne bien. Ma boucle, elle est bien faite. Si je lui demande la liste T recherche, on est toujours en 10-7. Je ne lui ai pas donné de valeur de n, c'est pour ça. Non, c'est en fait c'est parce qu'ici j'aurais dû mettre n. Voilà, là c'est beaucoup mieux ce qui se passe. Donc vous avez une augmentation de ce qui se passe. En fait, sinon il faisait toujours la recherche avec le même n. Donc là le n augmente bien. Et voilà, on a une tendance avec des variations locales ici très importantes. Si je le relance une deuxième fois, on a toujours des variations locales très importantes. Je pense que c'est dû au fait que l'ordinateur fait beaucoup d'autres choses en même temps que juste regarder ça. Question 7. Reprendre la question 6 en remplaçant l'instruction recherche L0 par 0 in L. Donc là, on va le relancer une dernière fois pour bien regarder ce qui se passe. Donc vous voyez que vous avez un temps d'exécution qui va de 0 à, globalement, on est à 5 millièmes de seconde. Alors ici, à la place de recherche, donc ici, il y a Q6, hop, et Q7 en même temps, je vais mettre 0 in L. Je relance. Vous voyez que ici on est à 0,01 avec un pic énorme, mais il est plus rapide. L'instruction in, on est de l'ordre de 10-4 secondes, donc c'est beaucoup plus rapide que ce que l'on a fait nous. Donc il a probablement un autre algorithme meilleur que le nôtre pour faire le travail. Donc on va faire la même chose mais avec la fonction doublon. Appliquer le protocole précédent afin d'afficher le temps d'exécution de la fonction doublon. Donc là, hop, on va passer à la question 8. On va reprendre ça. Mais ici, on ne va pas faire recherche, on va faire doublon. Évidemment, là, je vais juste commenter cette ligne-là. Il va faire la... Ouais, on va tout commenter. On va commenter tout ça. Edit, commente, hop. Et donc là, on va regarder ce qui se passe. Donc vous voyez qu'on est de l'ordre de 6... alors ça, c'est ce qu'il a fait ici. Bah, on peut comparer les deux, justement. Vous voyez qu'il est en gros 2 fois plus lent pour 10. Je multiplie par 10. On va faire les deux en même temps. Hop, hop. Là, ici, on est de l'ordre de 10-5. Ici, on est de l'ordre de 2-10-4. Donc, il est 100 fois plus rapide. 100 fois plus lent, pardon. Si je remultiplie par 10. Vous voyez, de l'ordre de 10-4, de l'ordre de 10-2. Donc, on a bien comment dire, cette différence en carré, en quadratique. La question 9, on nous demande de faire la même chose que la question 6 et la question 7. Alors, juste que la question 6. Hop. Hop. Donc là, ça sera la question 9. Ici, on va décommenter. Ici, à la place de recherche,
et de 0 in L, on aura doublon de L, sachant qu'il n'y en a pas. Ici, la liste, elle ne s'appelle pas T recherche, mais elle s'appelle T doublon, pour tableau de doublon. Et c'est ça que l'on va faire afficher. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on a nos deux exécutions de une fois. Et on attend beaucoup plus longtemps déjà. Alors oui, j'ai arrêté et j'ai relancé parce qu'en fait, ça m'apprendra à lire l'énoncé en diagonale. Je trouvais que c'était long et c'est normal puisque j'ai oublié de modifier quelque chose. C'était pas 50 000, c'est normal que pour 50 000 ce soit très long, c'est 3 000 que l'énoncé nous demande. Ça va aller mieux comme ça. Donc je relance, on a toujours nos deux exécutions. Ah, et j'ai oublié de remplacer ici interrecherche que je n'aurais pas vu sinon. Voilà, donc là normalement ça doit aller mieux. Je lance ça. On attend quand même un petit peu, mais vous voyez pour 3000 beaucoup moins, et on a un bout de courbe, on peut reconnaître une parabole. Est-ce que c'est cohérent avec ce que l'on a dit? Bah oui, c'est tout à fait cohérent. Donc voilà pour cette question. Passons à la question suivante. Alors oui, la suite, on va travailler sur les dictionnaires. Une liste, vous avez des éléments qui sont organisés par numéro. En fait, vous avez l'élément numéro 1, l'élément numéro 0, numéro 1, numéro 2, bref, vous avez un indice, un index pour chaque élément. Les dictionnaires, en fait, j'ai oublié de dire, les indices, les index sont forcément des nombres entiers qui se suivent 0, 1, 2, 3. Parfois c'est pratique et parfois ça l'est moins. Les dictionnaires, en fait, vont nous permettre de, un petit peu comme une liste, de concaténer différentes variables, mais on va leur affecter non pas un numéro, mais une clé. Et cette clé, elle peut être évidemment un numéro, mais elle peut être aussi du texte. Donc ça, c'est assez pratique. Pour fabriquer ces dictionnaires, on va utiliser non pas des crochets comme on peut le faire avec les listes, mais des accolades. Donc là, par exemple, je vais créer la liste France, comme il est question dans la suite du TP. Et ce dictionnaire France, pardon, je vais lui affecter un premier élément. Donc, hop, je fais du copier-coller et donc il me met mal les guillemets. Voilà. Donc je vais mettre l'élément Paris dans mon dictionnaire France et la clé que je vais choisir, c'est la clé que je vais appeler capitale. Voilà. Ensuite, je peux fabriquer un autre élément que je vais appeler population et que je vais affecter à 65 millions. Bon, sans doute c'est pas exact, hein. Voilà. La superficie, on me demande après. 674 800 km². C'est moins facile à lire quand ce n'est pas affiché par groupe de 3. Et si je regarde mon dictionnaire, eh bien vous voyez que j'ai une première clé capitale avec l'élément Paris, une deuxième clé population avec 65 millions et une troisième clé superficie avec 674 800 km². Bon. On peut, comme je l'ai dit, remplacer ces chaînes de caractères qui constituent les clés par des nombres si on le souhaite. Si je veux m'adresser juste, je veux juste la superficie, hop, je fais ça. Voilà, ça me renvoie juste la superficie. Donc en fait, on accède à chaque élément d'un dictionnaire exactement que ce que l'on fait, on fait la même façon que pour les listes, sauf que au lieu de mettre l'indice qui est forcément un nombre pour les listes, et bien ici, je mets ma clé qui peut être du texte, mais qui peut être aussi, si on le souhaite, un nombre. Évidemment, on peut créer directement, si on le souhaite, une liste avec plusieurs champs. Voilà, donc là, je vais avoir ma première clé qui est capitale, et la capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Je pense qu'on entend assez parler en ce moment, malheureusement. Voilà, alors ici il m'a mis un anti-slash parce que ça va à la ligne. Une superficie.
un peu plus petite que la France. Voilà. Et j'ai donc mon dictionnaire qui apparaît. Si je veux modifier juste la valeur associée à une clé, eh bien je fais comme j'ai fait ici pour mon affectation. Donc, par exemple, si je veux dire que la capitale de l'Espagne, c'est Barcelone. Alors je reprends ces exemples qui sont les exemples du TP. Hein. J'ai voulu aller un peu vite. C'est pas toute l'Espagne qui est égale à Barcelone, sinon il efface tous les éléments que j'ai. C'est juste l'élément capital, l'élément avec la clé capitale qui va être égal à Barcelone. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a que cet élément, pardon, cette valeur qui a été changée. Vous avez ensuite des opérations sur les dictionnaires. Bon. Question 10. Écrire les instructions afin de définir le dictionnaire poids. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Tac. Je vais faire du copier-coller. Voilà. Alors, hop. Écrire ensuite les instructions permettant d'obtenir poids avec dk qui est 127 et non pas 120. Donc je vais modifier ça. Voilà. Avec le premier élément a été modifié. Ensuite, je dois effacer l'élément Steve. Donc ma liste, elle s'appelle poids. Point. Je vais retirer. Et donc, je vais utiliser exactement comme pour les listes. Alors, hop, hop. Et je donne ma clé, qui est ici. C'est Steve que je dois effacer, oui. Il me renvoie le poids qui était attribué. Et vous voyez que je n'ai plus ce Steve. Et je vais ajouter quelque chose. Donc, je rajoute une clé, qui est une S, et qui est égale à 94. Voilà, j'ai créé ma liste en utilisant les éléments utilisés au-dessus. Écrire une fonction comptage, donc là on va écrire une fonction, hop. Alors la question 10. Une fonction de comptage qui en fait va alors pas comptage, qui va transformer une liste en un dictionnaire. Donc un dictionnaire que j'initialise vide. Et ensuite, je vais parcourir ma liste. Si jamais l'élément est dans la liste, si l'élément est non pas dans la liste, mais dans le dictionnaire, dans ce cas-là, le dictionnaire pour la clé élément, je vais l'augmenter de 1 unité. Et sinon, eh bien, je crée ce nouvel élément et je l'initialise à 1. Et je renvoie mon dictionnaire. Hop, donc, comptage. Ma liste. Voilà, donc le 1 il est 2 fois. Ils sont tous 2 fois, sauf le 0 qui est qu'une fois, et le 5 également. Donc ça a l'air de fonctionner. Recherche dans un dictionnaire. Appliquer le protocole précédent, créer la liste TDICO des temps d'exécution pour n compris entre 100 et 50 000 avec un pas de 100. Afficher ensuite la courbe des temps d'exécution, bref, ce que l'on a déjà fait auparavant. Donc je vais reprendre ça. Donc ça sera la fonction Q11, la question. J'ai raté quelque chose. C'était pas la question 10, celle-là c'était la question 11. C'est pour ça. La question 10, c'est celle que... Donc ici, c'est la question 12. Hop. On décommente. Ici, je veux des dictionnaires. Alors en fait, je pourrais tous donner à tout le monde le même nom, c'est pas un souci. On nous demande donc une liste. Et on nous demande de faire ça de 0 à 50 000. Je vais laisser le 3000 pour commencer. Donc pas des doublons, mais des 0 in D.
Sachant que ici, hop, L, il le faut ensuite un D égale comptage de L. Voilà, le 0 n'est pas dedans, T dico, hop. T dico. Voilà, c'est bon. On lance ça. Donc vous voyez, pour 3000, ça va assez vite. On pourrait comparer avec ce que l'on a fait pour les listes. Alors, on va d'abord essayer 50 000. C'est un petit peu plus long. Bon, ça a été assez rapide. Alors là, on a un pic à 7,10-5. Vous voyez qu'en gros, alors on a l'impression que ça monte très légèrement avec ce pic énorme ici. On va le relancer en espérant ne plus avoir le pic. Alors, davantage de pics. Alors de temps en temps, il y a des pics, ça monte très légèrement. Mais il y a quand même ces pics. On a toujours des pics qui nous foutent le graphique en l'air, entre guillemets. Donc, je vais revenir à ma recherche avec 0 in L. Hop, hop, hop. CTRL-T. Voilà. Donc là, je vais avoir un premier graphique ici. Je ne peux pas afficher deux graphiques en même temps avec le PLT chaud. Ah bah si. Si. Alors, vous voyez que ici, on avait la recherche dans la liste, et ici, on a la recherche dans le dictionnaire, qui est beaucoup plus rapide, a priori. Jusqu'à 50 000. Voilà. Et bien, on a terminé ce TP.